Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo sur le hardware évidemment, qui m'a été inspirée par un de vos commentaires qui demandait si je pouvais faire des exemples de config, vu tout le matos qui débarque actuellement. Et en y réfléchissant, je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant encore de vous apprendre à faire votre config et à essayer de l'équilibrer. Alors, tout le monde ne sera pas de mon avis, j'en suis bien conscient, on a chacun nos préférences au niveau du hardware quand il s'agit de créer une config. Ça ne vous empêche pas de rester courtois. Bref. On va essayer du coup de passer en revue tout le matériel nécessaire pour faire son PC, et d'avoir des conseils relativement simples et des choses à savoir quand on achète 10 matos. Chaque pièce a son importance, c'est bien pour ça qu'on parle d'équilibrer son PC pour avoir quelque chose de cohérent, tout en respectant un certain budget et une certaine logique d'application. Un PC gaming avec une contrainte budgétaire ne sera pas fait de la même façon qu'un PC qui ne servira que à faire du montage vidéo par exemple. Ça n'a rien à voir. Donc là, ici, on fera principalement une orientation gaming. On verra aussi un petit peu au niveau des stratégies d'upgrade, quand est-ce que c'est pertinent de le faire et ou pourquoi ça ne l'est pas, même actuellement alors qu'il y a plein de matos qui sort. Donc du coup, ça risque d'être assez long, ça prendra sûrement plusieurs vidéos, parce que sinon ça ferait une vidéo qui pourrait durer 2 heures. Ce serait un peu imbitable. Donc du coup, je ferai ça en plusieurs parties, en espérant que ce soit plutôt clair et agréable à suivre. Donc on va commencer là, aujourd'hui je pense avec justement cette histoire de stratégie d'upgrade, pour avoir un peu une idée générale d'à quoi s'attendre, et je vais enchaîner je pense avec le moniteur, puisque ça me paraît être une des pièces les plus importantes pour démarrer un PC. Allez, c'est parti. Alors en ce moment, il y a effectivement beaucoup de matos qui sort, dont beaucoup de processeurs et de cartes graphiques. On a eu un gros refresh de la part de tous les constructeurs, et donc ça donne envie d'acheter du matos. Le gros problème, je dirais, actuel, c'est qu'il n'y a pas de stock. Donc du coup, je pense qu'on en a encore au moins pour minimum jusque 2021, début 2021, donc janvier-février, avant que la situation devienne meilleure au niveau de l'approvisionnement. Du coup, même s'il n'y avait pas ce problème d'approvisionnement, est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter du nouveau matos? Eh ben, je dirais pas forcément. Alors, il faut évidemment monter une config quand on a besoin d'une config. Par contre, est-ce qu'il est nécessaire d'acheter le matos le plus cher tout de suite en se disant je vais le garder 4-5 ans? Je pense pas que ce soit le meilleur plan actuellement. Pourquoi? Eh bien, parce que déjà, sur le très haut de gamme, de manière générale, le peu de performance en plus, par exemple, si on part d'une 3080 vers une 3090, en dehors de la quantité de RAM, les performances supplémentaires ne dépassent pas 10%, ce qui est plutôt minime. Et le jour où la 3080 sera dépassée, la 3090 sera dépassée également. Donc, est-ce que ça vaut le coup de mettre plus de 2 fois le prix dans la carte supérieure? Je pense pas. Et même la 3080 Ti potentielle, même si elle est plus intéressante au niveau quantité de RAM, au niveau performance brute, est-ce que ça vaut le coup de rajouter 300 balles pour 4-5% de performance? Je suis pas sûr non plus. Après, vous jugez ce que vous voulez faire par vous-même. Sur les cartes AMD, ce sera la même chose. Est-ce que la 6900 XT aura une durée de vie plus longue que la 6800 tout court, par exemple? J'en suis pas persuadé. Est-ce que ça vaut le coup de payer quasiment 2 fois le prix? Je pense pas. Pour autant, si effectivement vous avez besoin de performance brute très élevée actuellement pour de la 4K à plus de 100 FPS, ok, ça peut se comprendre. Si vous n'avez pas de problème de budget, pas de souci, allez-y, je veux dire, j'ai pas de problème avec ça, je ne vous empêche pas d'acheter ce que vous avez envie d'acheter. Ou si vous avez juste envie d'avoir la plus grosse, pourquoi pas. Moi je donne plus des conseils sur les gens qui veulent en avoir le plus possible pour leur argent. Et à ce niveau-là, je pense pas que justement cette génération de cartes actuelles aura une durée de vie
aussi importante que n'a pu l'avoir par exemple la 1080 Ti. Pourquoi? Eh ben on est en début de génération de consoles. Et ben, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, la sortie de la PlayStation 4 et de la Xbox One, ben, sur PC on tournait avec quoi? On tournait avec des 7970 chez AMD, et au mieux chez Nvidia c'était la 780 Ti. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La génération suivante chez Nvidia a complètement atomisé les performances de cette 780 Ti, avec les 980 et les 980 Ti, hein, souvenez-vous, on était déjà quasiment à 2 fois les performances, et les 1080 derrière ont complètement atomisé ça. Donc, en 2 générations seulement, les 780 et les 7970 paraissaient bien ringardes. Et est-ce que c'est pas lié aux consoles tout ça? Ben peut-être bien que oui. Parce que, généralement, dans les 2-3 premières années de vie des consoles, on a une augmentation un peu exponentielle de la puissance demandée dans les jeux, puisque les nouvelles architectures sont de mieux en mieux exploitées. Donc, ce qui fait que les jeux consoles sont de plus en plus impressionnants et de plus en plus lourds, et quand ils sont adaptés vers le PC, eh ben, ça demande de plus en plus de puissance brute. Parce que les PC ne sont pas aussi optimisables que les consoles, et donc on a besoin de la puissance brute pour pouvoir concurrencer ces consoles. C'est pour ça que de comparer d'architecture à architecture entre PC et console, ça n'a aucun sens. Donc même un PC équipé d'une puce RDNA2 2 fois plus puissante que celle qui est dans une console ne veut pas dire que vous aurez 2 fois les performances. C'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement. Et donc je pense que d'ici 2-3 ans, on aura déjà RDNA3 qui sort dans 12-18 mois. Pour Nvidia c'est pareil, ils ne vont pas s'arrêter à Ampère, qui n'est pas leur meilleure architecture, faut bien l'avouer. D'ailleurs, je vais sûrement faire une vidéo complète sur Ampère et sur ce qui s'est passé pour en arriver là où on est arrivé actuellement, pourrait être intéressant. Bref, est-ce qu'il faut réellement claquer un prix de malade sur les cartes graphiques actuellement? Je dirais que non. Parce qu'à mon avis, que ce soit les Nvidia ou les AMD qui sortent actuellement, elles seront rapidement dépassées, probablement de beaucoup, sur les prochaines architectures. Déjà, les rumeurs sur RDNA 3 sont assez violentes, et sur l'architecture prochaine d'NVIDIA aussi. Faut pas oublier qu'on va passer à un node de gravure plus fine. Donc, généralement, quand c'est le cas, on a un gap de performance assez conséquent. Donc, bien que ce sont de très bonnes cartes actuellement, faudra pas oublier de garder à l'esprit qu'elles seront aussi potentiellement dépassées assez vite. Donc du coup, est-ce que ça vaut le coup d'investir autant d'argent dedans? Moi, je dirais que non. Après, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Je peux tout à fait me tromper, si ça tombe, ce sera pas du tout ce qui va se passer. Mais c'est quand même globalement ce qui s'est passé sur les 2 dernières générations de consoles et de matériel. Donc si vous voulez faire un gros PC qui dure 3-4 ans, je dirais, faites-le dans 1 ou 2 ans, mais pas là tout de suite. La prochaine gen, ça peut s'entendre, celle d'après encore plus, parce qu'une fois qu'on a atteint ces 2-3 ans, généralement, on a atteint un certain palier au niveau de la puissance demandée pour les jeux, puisque du coup, les consoles sont bien exploitées, et les développeurs ne poussent pas vraiment plus haut avant la sortie des prochaines consoles. C'est là que du coup, on peut avoir une stagnation des performances sur PC également. Et c'est là que c'est intéressant, justement, de faire une grosse config, et de se dire, je vais la garder un moment. Et aussi, il ne faut pas oublier, c'est pas parce que l'approvisionnement est difficile pour le moment que les dates de sortie des puces prochaines changeront pour autant. Tous ces mois perdus sont autant de mois qui nous rapprochent des prochaines architectures de chez Nvidia comme chez AMD, donc qui réduit d'autant plus la durée de vie de ces puces actuelles. Par contre, au niveau des processeurs, je pense qu'on n'est pas dans la même situation. Si vous avez quelque chose qui a 8 cœurs, voire plus, à mon avis, vous êtes tranquille un bon moment, et au minimum jusqu'à la prochaine gen de console, puisque le facteur limitant, la plupart du temps, ce sera la carte graphique, et non pas le processeur. Donc du coup, on va enchaîner sur le moniteur, qui par contre a une importance quand même énorme dans le choix de votre config derrière, ce qu'il vous demandera au niveau de puissance graphique. Allons-y. Et du coup, on va aborder la deuxième partie de la vidéo, donc c'est les moniteurs. Alors, les moniteurs, je pense qu'il y a plusieurs questions à se poser avant d'en acheter un, et la première d'entre elles, c'est quelle taille de moniteur vous souhaitez avoir.
Alors ce qu'on retrouve beaucoup actuellement un peu partout, c'est du 24 pouces qui est devenu un peu la taille standard, que ce soit dans les entreprises, ou chez les particuliers, hein, en grande partie. Que c'est un peu les moniteurs un peu passe-partout, avec une taille relativement confortable. Donc c'est un peu le standard actuel pour la bureautique. Pour ce qui est des gamers, par contre, je pense que ça fait quand même quelques années qu'on tourne un peu plus autour du 27 pouces. Alors le 27 pouces, ça reste encore une taille tout à fait correcte, et je pense que c'est un compromis intéressant, que ce soit pour le gaming compétitif, ou le gaming un peu plus casual, selon ce que vous faites. Parce qu'évidemment, au plus un écran est grand, au plus votre champ de vision ne capte pas forcément ce qui se passe sur les côtés. Par exemple, sur les écrans 21/9, c'est assez flagrant. Il m'arrive régulièrement de devoir tourner la tête à droite à gauche, parce que l'écran, par exemple sur mon 34 pouces, c'est assez grand, du coup, si je regarde du côté gauche de mon écran, je ne vois pas vraiment ce qui se passe à droite. Je vois, mais pas bien. Donc du coup, avoir un écran plus petit, c'est plus facile pour avoir une vision globale d'une scène, par exemple. Par contre, c'est un peu moins immersif, évidemment, dans d'autres types de jeux. Donc je dirais que sur du gaming compétitif, le 27 pouces, c'est un bon compromis actuellement. Donc ensuite, on a les 32 pouces. Alors les 32 pouces, ça commence à être assez imposant, hein. Souvenez-vous, c'est quand même une des tailles minimales pour les télés, le 32 pouces. Par contre, en tant que moniteur de PC, c'est quand même une belle taille, c'est une belle bête. Et on peut aussi avoir le même phénomène qu'avec un 34 pouces par exemple, où faut commencer à avoir les yeux qui traînent un peu partout. Pour du gaming compétitif, encore une fois, ce serait peut-être un peu gênant. Au-dessus de ça, on a les 34-35 pouces qui sont en 21/9, où là c'est encore plus grand. Je dirais qu'en hauteur, c'est la taille d'un 27 pouces, par contre. De chaque côté de l'écran, on aurait 15% de largeur supplémentaire, ce qui fait 30% de largeur supplémentaire au final, qui n'est pas rien. Il faut avoir un bureau adapté, et encore une fois, un certain recul, que là, comme je viens de le décrire plusieurs fois, c'est très immersif, mais on ne voit pas forcément tout ce qui se passe à l'écran en même temps. Alors au-dessus de ça, on a les 38 pouces, les 43, les 49, qui soient ultra larges, plus hauts, enfin bref, il y a tout un tas de choix possibles. J'avoue qu'au-dessus de 32 et 35 pouces, ça commence à faire très grand. Faut avoir un setup qui suit, enfin pour avoir des moniteurs de cette taille-là. Si vous êtes trop près, à mon avis, ça vaut pas le coup du tout. Donc c'est une utilisation, je pense, un peu plus particulière. Pourquoi pas, si c'est votre truc. Moi, perso, j'irai pas au-dessus de 35, je pense. Et c'est la première fois que je dis ça, parce que d'habitude, généralement, à chaque fois que je change de moniteur, j'essaie d'en acheter un plus grand. Ça fait depuis les CRT que je fais ça. Mais là, je pense que j'ai trouvé un peu le plus grand avec lequel je suis confortable. Je pense que le 35, 34, c'est très bien pour moi. Et donc après, il y a les différents formats d'images. Donc on a le 16/9 classique, le 21/9, il y a encore plus large. Chacun son truc. Après, je trouve que c'est un peu trop large, mais ça peut avoir une utilité. Donc pourquoi pas. Les écrans courbés, pas courbés, je dirais ça dépend de la largeur de l'écran. Autant sur du 21/9, je dirais qu'il faut qu'il soit légèrement courbé. Autant sur un 27 pouces, je trouve que ça ne sert à rien. Si l'écran est comme ça, pourquoi pas. Enfin, je pense pas qu'ils mettent une courbure de malade, donc à mon avis, ça ne se perçoit même pas. Sur un 32 pouces, ouais, pourquoi pas. Ça dépend de la courbure, mais ça devrait le faire. Après, j'avoue, la courbure, on la perçoit au début, et au bout de quelques heures, jours, on la voit même plus, on fait même plus attention. Donc ça n'en fait pas un argument d'achat ou de non-achat, je trouve, mais ça apporte un petit quelque chose appréciable. Mais ça apporte un petit truc appréciable, et pas quelque chose qui doit vous faire peur, vous dire je vais pas m'y habituer. À mon avis, on s'y fait très vite. Donc une fois que vous vous êtes fixé sur une taille d'écran, après il faut choisir sa définition. Alors je dirais que ça dépend de la taille de l'écran aussi. Sur un écran type 24 pouces, je dirais du 1080p. Sur un 27 pouces, là je dirais qu'on commence à se diriger vers le 1440p, voire la 4K. Bon alors, 1080p sur un 27 pouces, je trouve que c'est un peu trop grossier. 1440p pour moi c'est le bon compromis. Et le 4K c'est peut-être trop net pour être exploité correctement sur un 27 pouces.
Pour autant, si vous avez un 27 pouces en 4K et que vous êtes content avec, pas de problème avec ça, hein. C'est un avis personnel à ce niveau-là. Je donne plus un avis indicatif qu'autre chose. Après, vous en faites ce que vous voulez. Pour les 32 pouces, c'est pareil. Le 1440p, ça peut faire le taf, mais je pense que la 4K commence à s'imposer plus sur ce type de diagonale que le 1440p. Même si ça vous fait un écran pour du gaming pur, à mon avis, le 1440p, ça passe large. Par contre, si vous travaillez sur un moniteur 32 pouces, là, je dirais que la 4K se défend plus. Pour ce qui est des 34 pouces, voilà, de toute façon, la résolution, il n'y en a qu'une, hein, généralement, c'est le 3440 par 1440. Si on vous propose une résolution plus faible, je dirais ne partez pas dessus. Je sais plus laquelle c'est exactement, mais c'est du 2500 quelque chose, fois 1080p. Je le recommanderais pas, c'est peut-être un peu trop bas pour cette diagonale, clairement. Et pour les écrans encore plus gros, généralement là, c'est généralement soit de la 4K ou soit encore des résolutions encore plus larges que celles qu'on a sur un 35 pouces par exemple. Donc une fois que vous avez votre écran, sa taille, sa définition, le taux de rafraîchissement. Alors le taux de rafraîchissement, ça a pris de plus en plus d'ampleur ces dernières années, et la question est-ce que c'est vraiment bien? Eh bien oui, clairement, si vous n'y avez jamais goûté, c'est difficile de revenir en arrière une fois qu'on l'a eu. Perso, je ne reviendrai pas sur un écran 60 Hz à part si je suis obligé de le faire. Le minimum pour moi syndical, ce serait du 100 Hz. Au-dessus de ça, j'avoue que je perçois moins la différence, mais à partir de 100 Hz, pour moi, c'est déjà hyper fluide. Donc il y a vraiment qu'à part si on me met les deux moniteurs l'un à côté de l'autre et qu'on me montre la même scène qui tourne à 144 fps d'un côté et à 100 fps sur l'autre à côté, je le percevrai. Par contre, à l'usage, pas vraiment. Rien d'handicapant. Donc bon, tout ce qui est 240 Hz, voire 360 Hz, pour moi, c'est un peu gadget. Il y a déjà des tests que j'ai vus à droite à gauche sur la perception même de joueurs pro. Au-dessus de 144 Hz, il n'y a pas vraiment de différence dans leur perception et dans leur performance in-game. Donc à mon avis, ça n'a pas grand intérêt. Après, si vous avez un écran 360 Hz et que vous en êtes content, ok, j'ai pas de critique, c'est juste que tout ça, ça ajoute des surcoûts. Encore une fois, on a tous des yeux différents, on perçoit les choses différemment. L'idéal, ce serait de pouvoir tester tout ça, mais c'est rarement le cas. Donc consultez plusieurs vidéos, faites-vous un avis, et voyez un petit peu ce qui semble vous correspondre le plus. Toujours est-il que, si on reprend un petit peu depuis le début, je dirais que le bon compromis actuel au niveau des écrans, ce serait un 27 pouces, 1440p, 144 Hz, et du coup avec G-Sync FreeSync. Alors le G-Sync FreeSync, c'est une techno qui empêche le tearing sur les écrans. Le tearing, c'est quoi? C'est quand vous avez une image, par exemple vous avez un moniteur qui tourne à 144 Hz, et vous avez une chute de framerate sur une scène dans un jeu qui dure plus ou moins longtemps, et du coup ça crée du tearing parce que le jeu tourne à par exemple 80 fps. Alors ça fait que l'image paraît un peu coupée comme ça par moment, c'est pas très agréable, alors pour autant on peut vivre avec, je le conçois, mais c'est moins agréable que si vous avez le FreeSync ou le G-Sync qui du coup adapte automatiquement le taux de rafraîchissement de l'écran avec le nombre de FPS, ce qui est plutôt bien foutu, et ça permet également d'avoir une meilleure impression de fluidité même quand le framerate descend, donc double avantage. Donc c'est une techno vraiment appréciable, et du coup le fait d'avoir des écrans FreeSync et G-Sync en même temps, ça vous permet de choisir de quelle marque de carte graphique vous voulez acheter, tout simplement, au lieu d'être bloqué chez l'un ou chez l'autre. Du coup, on s'en fout, on peut acheter chez les deux. Pour autant, les moniteurs G-Sync compatibles ne sont pas toujours de très bonne qualité au niveau du G-Sync. Pour le FreeSync, c'est pareil. La norme FreeSync est un peu plus laxiste que la norme G-Sync. Donc vérifiez bien avant d'acheter votre écran s'il fait les deux, qu'il soit géré correctement. Je pense que vous pouvez trouver des avis sur internet assez facilement sur tous les écrans, quasiment, à part s'ils viennent de sortir. Pour autant, si les FreeSync Premium, généralement, c'est plutôt pas dégueulasse. Même si l'écran ne gère pas officiellement le G-Sync, ça arrive très souvent qu'il soit activable dans les drivers. Donc n'ayez pas peur de voir l'écran qui vous intéresse non listé sur le site d'NVIDIA, c'est pas pour autant que ça fonctionnera pas correctement. Pour ce qui est du G-Sync natif, les écrans qui ne font que le G-Sync ont généralement la puce G-Sync NVIDIA qui ajoute à l'écran. Alors c'est
probablement généralement de meilleure qualité que le FreeSync basique. Est-ce que c'est vraiment perceptible à l'usage? Tout dépend de la qualité du FreeSync sur votre écran, tout simplement. Tout ce que ça fait, c'est que ça vous offre une garantie, mais ça a également un coût, puisque Nvidia facture ça quand même assez cher aux constructeurs d'écran, hein. C'est une puce à rajouter en plus, faut le savoir, hein. Du coup ça a un petit premium au niveau du prix. Moi personnellement, je préfère me diriger vers un truc qui fait les deux correctement, même si pas au top du top de la qualité. Entre mon G-Sync natif que j'ai là et mon nouveau, je vois pas la différence. Bref, faites-vous votre propre avis. Et donc, après le G-Sync, il y a la HDR. Alors la HDR, sur PC, c'est un peu compliqué. Les moniteurs qui le gèrent correctement sont encore assez chers, alors les prix vont baisser, comme d'habitude. Mais pour le moment, c'est pas vraiment le focus. Le HDR PC, ça n'a pas été hyper mis en avant jusqu'ici. Par contre, on voit énormément de moniteurs qui sont HDR 400. Alors la certification HDR 400, personnellement, je trouve qu'elle devrait même pas exister. C'est vraiment pas assez qualitatif pour être qualifié de HDR. Si vous voyez un écran qui vous intéresse et qui a écrit HDR 400, ne considérez pas qu'il soit vraiment HDR. Les 3/4 du temps, si vous l'activez, ça aura même une qualité d'image moins bonne que 100. Parce que l'écran n'est tout simplement pas équipé pour cracher une véritable HDR. Donc c'est une norme un peu fourre-tout. En fait, les fabricants d'écran peuvent faire un peu ce qu'ils veulent et ils auront quasiment toujours cette norme. Pour avoir un HDR de qualité sur votre écran PC, il faut quand même tabler au minimum sur la norme HDR 500. 600, c'est encore mieux. Dans l'idéal, ce serait de taper sur le HDR 1000, mais là, généralement, le surcoût est quand même assez violent. On n'est pas encore à un support de la HDR aussi répandu sur les télés pour l'instant. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur les moniteurs. J'espère que ça vous a apporté quelques infos. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me retrouver dans les commentaires ou à venir me voir sur le stream où je me ferai un plaisir de vous répondre. Le prochaine vidéo, je pense qu'on passera du coup sur les cartes graphiques, les processeurs, les cartes mères, peut-être la RAM, je verrai ce que j'arrive à caser. Je vais essayer de garder ces vidéos-là maximum une demi-heure parce qu'après ça fait beaucoup d'un coup. Donc voilà, à la prochaine, des bisous, salut!